Merci. Bien, donc nous allons aborder cette troisième partie qui va nous conduire jusqu'à nos jours et qui est consacrée à un tournant décisif, l'intervention de Charles Darwin. Alors je vous rappelle qu'au cours de la période précédente, on a vu deux sciences s'affirmer, la botanique et l'anatomie, face aux sciences physiques et chimiques dès le début du XIXe siècle. Et tout spécialement, un mouvement s'est développé, un mouvement porté par le romantisme sous toutes ses formes, art, sciences, politique, qui a remis au premier plan une conception organiciste, c'est-à-dire l'organisme prend dans sa totalité le premier plan de l'intérêt des sciences du vivant. Et ce mouvement va se poursuivre et influencer un certain nombre, non seulement des sciences du vivant, mais même des sciences physiques. On peut parler par exemple aussi des travaux faits les premiers travaux faits sur l'électricité animale, puis ensuite l'électricité dans le domaine de la physique, qui relève de ce mouvement. Seulement, il n'y a pas de théorie générale. Il n'y a pas de théorie générale pour expliquer, par des causes strictement matérielles, les phénomènes qui sont observés. Et en particulier, ce qui intrigue depuis la fin du XVIIIe siècle, une contradiction apparente entre une unité de fond du vivant et une diversité extraordinaire. Alors, l'anatomie comparée s'est affirmée sur deux plans sous l'impulsion de Georges Cuvier, comme on l'a vu. Sur le premier plan, c'est une analyse structurale des organismes, c'est-à-dire comment sont-ils construits, quelles sont les relations entre les différentes parties qui les constituent. Et ceci a abouti à affiner la classification des animaux. N'oublions pas que Georges Cuvier est aussi l'auteur d'un monumental ouvrage qui s'appelle Le règne animal et qui est un ouvrage de classification, de zoologie, avec des propositions de classification. Nous avons vu que selon lui, il y a 4 grands types d'organisation, des plans, qui vont devenir des embranchements en termes de classification, et qui sont irréductibles, sur la base donc d'un groupement des organismes par une similitude dans leur construction. Et puis la deuxième perspective, qui est très importante aussi, et qui là est héritée directement d'Aristote, c'est une perspective finaliste, et qui prétend à une physiologie, car Cuvier utilise le terme physiologie comme si l'anatomie comparée et la physiologie étaient synonymes, c'est-à-dire une explication des fonctions à partir des structures. Les structures constitutives, souvenez-vous la première citation d'Aristote que je vous ai montrée dès le début, les organes, les structures ne se justifient que par le rôle qu'elles jouent dans l'organisme. Donc, une perspective tout à fait finaliste. Alors, sur ces deux plans, l'avancée de la connaissance, qui est considérable dans les 30 premières années du XIXe siècle, aboutit en fait à un blocage. Ceci est d'ailleurs assez fréquent dans l'évolution des sciences. Il y a des avancées brusques, et puis ceux-là même qui ont permis ces avancées, parfois, sont responsables d'un certain blocage. C'est le cas de Cuvier, qui a une énorme influence. On n'a pas le temps, bien sûr, il faudrait faire des conférences sur Georges Cuvier. C'est un personnage extrêmement complexe et important. En raison de sa position tout à fait empirique, il ne veut pas dépasser les faits connus et il repousse toute théorisation un peu ardue, ou hardie plutôt. Et alors d'une part, sa classification est typologique, c'est-à-dire qu'elle reflète une conception fixiste du monde, sous l'influence sans doute de ces conceptions religieuses, mais pas seulement. Cuvier ne fait jamais intervenir ces considérations dans ses écrits. Il reste strictement sur le plan des faits, il veut rester sur le plan des faits, et cette fameuse loi des corrélations qu'il a mis en avant, qui dérive directement d'Aristote, eh bien évidemment, interdit toute conception transformiste, c'est-à-dire que la moindre des modifications d'une partie dans ce tout
où tout est corrélé étroitement, eh bien, conduit à la mort. Et par conséquent, il interdit en même temps toute intervention sur l'organisme vivant et finalement toute physiologie expérimentale. Alors, évidemment, la physiologie va se créer contre l'anatomie comparée, en fait. Et avec Claude Bernard, qui critique fortement l'anatomie comparée dans l'introduction à la médecine expérimentale. Il décrit, en fait, une certaine réalité de son époque, c'est-à-dire que l'anatomie comparée, pour lui, donc, montre toujours un plan uniforme de création. En plus, Claude Bernard, là, lui aussi, passe à côté de choses importantes, bien sûr, qui vont être importantes par la suite. Tout spécialement, il insiste sur le fait qu'il y a dans l'organisme des organes qui ne servent à rien, apparemment, qui n'ont pas d'utilité. Le bois du cerf n'a pas d'usage à la vie de l'animal. L'omoplate de l'orvet, vous savez que l'orvet est un lézard sans pattes, mais il y a des omoplates, il a encore des omoplates. La mamelle chez les mâles sont des vestiges d'organes devenus sans fonction. Et alors, il fait référence, vous voyez, à nouveau, lui-même, à Goethe. La nature, comme l'a dit Goethe, est un grand artiste. Elle ajoute pour l'ornementation de la forme des organes souvent inutiles pour la vie en elle-même. Bien, nous verrons bien sûr que cette conception est erronée et que justement il y aura une réponse à la fin du XIXe siècle à ce propos. Alors pour Claude Bernard, la forme, et donc les sciences morphologiques, l'étude de la forme, sont absolument incapables de donner des informations sur les fonctions intérieures. Il va justement être le premier à introduire une méthode, la méthode expérimentale en médecine, qui va fonder une physiologie, une véritable physiologie, en isolant, en permettant d'isoler un facteur dans la complexité des facteurs de l'organisation. Ce que Cuvier, bien sûr, niait, possibilité que Cuvier niait totalement. Donc, seule une expérimentation bien conduite sur le vivant peut nous renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur, sur les régulations internes, sur le fonctionnement interne, c'est-à-dire sur la physiologie. Cependant, en même temps, la physiologie, du coup, va s'isoler des sciences de la nature d'une certaine façon et ouvrir une biologie de laboratoire qui va se tenir à l'écart, tout spécialement des aspects historiques du vivant et du problème des adaptations au sens évolutif du terme. Car le mot adaptation, pour les physiologistes, va prendre un autre sens, tout simplement celui d'acclimatation, c'est quelque chose qui est réversible. Alors, à cette époque, n'oublions pas que, et on va le voir à plusieurs reprises, l'évolution technique joue un grand rôle, bien entendu, dans l'évolution de ces sciences, et que le progrès de l'optique permet d'observer des phénomènes jusque-là que l'on ne pouvait pas atteindre. Par exemple, le botaniste Robert Brown, en premier, découvre en 1831 ce qu'il appelle le noyau des cellules. Jusqu'à présent, vous savez, le mot cellule était inventé par Haller au XVIIIe siècle. C'était des cellules végétales, c'est-à-dire, au fond, le squelette des cellules véritables. Là, Robert Brown découvre ce qu'il appelle le noyau. Il se prouve que à l'intérieur de ces cellules, c'est un botaniste, Robert Brown, un botaniste anglais, grand botaniste anglais, il y a quelque chose qui flotte et qu'il appelle noyau. Et il observe de plus la pénétration du tube pollinique dans l'ovule des plantes. Par conséquent, sans comprendre exactement ce qui se passe, en tout cas, il observe exactement un phénomène microscopique de la première importance. Et c'est très peu de temps après qu'un autre botaniste, professeur de botanique à Iéna, toujours cette ville, décidément, qui va aller plus loin et qui va faire du noyau l'élément essentiel, l'élément à partir duquel la cellule va se reconstruire, selon lui. Et il, paraît-il, dîne un jour avec Théodore Schwann, et qui a observé à peu près la même chose sur des cellules animales. Et tous les deux vont donc fonder ce qu'on a appelé la théorie
cellulaire qui va faire un bond, bien sûr, à la connaissance du vivant. La cellule, donc, va devenir l'unité du vivant. On est descendu du niveau de l'organisme jusqu'au niveau de la cellule. Une identité de plan entre cellules végétales et cellules animales est observée par ces deux hommes reconnus. Et du coup, un nouveau champ s'ouvre, qu'on va appeler la cytologie, l'étude des cellules au microscope. Et la différenciation des cellules, c'est la différenciation des cellules qui conduit à la formation de différents tissus. C'est Virchow, un médecin, qui va reprendre cette devise de Raspail, toute cellule dérive d'une cellule, et qui va donc, dans un premier assaut, en tout cas, mettre en doute l'idée d'une génération spontanée. Il faut qu'il y ait nécessairement une cellule à l'origine de toute cellule. Selon Virchow, en plus, comme c'est un médecin, il va mettre l'accent sur le niveau cellulaire de toute pathologie. Alors, en 1859, paraît L'origine des espèces de Charles Darwin. Je passe sur l'histoire de cette publication qui était déjà en gestation depuis au moins une vingtaine d'années. Et Charles Darwin, d'emblée, dans cette première publication importante, place la morphologie, terme créé, vous avez vu, par Goethe, mais avec une certaine acception un peu idéaliste. En tout cas, il place la morphologie au cœur de l'étude de sa théorie de la descendance avec modification, car c'est sous ce terme que Charles Darwin désigne sa théorie. Et selon lui, donc, il n'y a pas de contradiction entre unité de type et corrélation organique. Toutes ces notions qui étaient issues des spéculations précédentes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il n'y a pas de contradiction, simplement l'unité de type signe une origine ancestrale commune et les corrélations organiques vont être expliquées par des phénomènes d'adaptation au cours de l'évolution. Je vous rappelle que Charles Darwin n'utilisera pratiquement pas le mot évolution, c'est une dérive ultérieure. Alors, Francisco Ayala a écrit récemment encore, mettant l'accent sur l'importance de l'œuvre de Darwin du point de vue de l'évolution de la pensée humaine. En particulier, il y a ce parallèle et ce complément. Darwin, en fait, fait faire un pas supplémentaire après la révolution dite copernicienne, en tout cas Copernic, Galilée, etc., vis-à-vis de la place de l'homme dans l'ensemble de l'univers. La Terre, avec Copernic, n'est plus au centre de l'univers. Avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la création. Il est simplement un être comme les autres. Darwin était d'abord un naturaliste. Il a confronté ses propres observations, au cours en particulier de ce fameux voyage qu'il a fait dans sa jeunesse sur le Beagle, ses expériences, car c'est un expérimentateur, un jardinier, un éleveur de pigeons. Il a réalisé un ouvrage tout à fait étonnant sur le rôle des vers de terre. Il faut lire ce petit ouvrage de Darwin, où il va jusqu'à étudier le comportement des vers de terre avec des expériences. Il est parti d'abord un petit peu comme un géologue, puis il s'est frotté à la botanique et bien sûr à la zoologie. Et il est parfaitement au courant des grandes lignes théoriques et des grandes théories qui ont été dégagées, dont on a parlé la semaine dernière. Et il a suivi en plus une méthode de pensée, la méthode inductive, très mal connue en France. C'est toute la pensée des philosophes anglais est très mal connue en France. Cette méthode est préconisée par un contemporain, qui est à l'origine un naturaliste aussi d'ailleurs, mais qui ensuite va jouer un rôle important en publiant des ouvrages sur
mais la méthode scientifique, la méthode inductive. À partir des faits sensibles, on produit une hypothèse sous forme de règles généralisées, et cette hypothèse est vérifiée ensuite par déduction si les faits particuliers que l'on rencontre dans la nature évidemment ne contredisent pas cette hypothèse. Donc, introduction progressive de nouveaux faits d'observation dans un ensemble théorique. Je passe sur le détail, sur les différentes phases que Whewell énumère pour cette méthode. C'est la méthode que Darwin suit. C'est un lecteur, bien sûr il connaît en plus Whewell, c'est un lecteur assidu des ouvrages de ce philosophe, et ce qui rend souvent à l'esprit, en particulier l'esprit français, la lecture de Darwin un peu difficile. Car il y a ce cheminement constant, ce retour en arrière, il imagine les critiques, ou il prend les critiques, il les démonte, il y répond pas à pas. Et du coup, ces ouvrages sont parfois un peu difficiles à lire. En tout cas, les travaux que Darwin a menés pendant 4 ou 5 ans sur les cirripèdes, ces crustacés d'une forme particulière, l'ont convaincu que la forme du vivant est tout à fait trompeuse. Ce qui compte, ce sont les transformations. Il va mettre l'accent sur, au fond encore, à nouveau, l'idée de métamorphose que Goethe avait avancée. Et il en fait la démonstration avec ces animaux qui étaient souvent classés comme des mollusques, qui venaient tout juste d'être mis parmi les crustacés par un zoologiste allemand. Et lui, il va étudier les phases larvaires et montrer que les larves de ces animaux sont bien des larves de mollusques, et que par conséquent, la forme larvaire signe une appartenance à un groupe, sont des crustacés, je veux dire, sont bien des crustacés et non des mollusques, et que cette forme larvaire, cette phase larvaire, signe un type correspondant à donc un ensemble zoologique bien précis. Il a passé donc plusieurs années à faire ce travail. C'est curieux d'ailleurs parce que dans une correspondance, il semble le regretter. Il a l'impression d'avoir perdu son temps à faire ce travail. Or, ce travail est essentiel et aura une incidence importante par la suite. Il va proposer comme mécanisme de sa théorie la sélection naturelle, un élément d'explication donc pour sa théorie de la modification par descendance. Alors, en fait, il agit ainsi par induction et par analogie avec ce qui se passe depuis des millénaires, à savoir l'acclimatation d'animaux et de plantes, voire même dans une époque plus proche, et en particulier en Angleterre, pour l'agrément, l'homme s'amuse à utiliser la capacité naturelle qu'ont certaines espèces à varier. Et c'est bien ce que la domestication, la fabrication d'animaux d'agrément ou de plantes ornementales révèle, c'est que le matériau vivant est éminemment variable, et donc cette variabilité naturelle, potentielle, est mise à profit par l'homme. Et par conséquent, il va généraliser cette découverte de ce potentiel de variabilité en disant, eh bien, ce que l'homme fait de façon artificielle, en choisissant certains caractères pour son agrément ou simplement pour un choix quelconque qui peut être utilitaire, eh bien, la nature le fait donc en raison de la concurrence qui existe de façon constante pour la distribution des ressources. Cette idée, il va la prendre chez Malthus, qui est un sociologue qui évoque le fait que les populations humaines s'accroissent beaucoup plus vite, selon les populations animales d'ailleurs de façon générale, selon une progression géométrique, alors que les ressources, elles, ont une progression beaucoup plus limitée. Donc, il va prendre cette idée d'une sélection de caractères à partir de sélection de caractères variés
donc à partir de variants. Darwin rejette le finalisme, mais il reconnaît le fait d'adaptation. Et alors, y a-t-il contradiction? Non. Il écrit justement ce passage très important dans l'ouvrage qu'il fait sur le rôle des insectes dans la fertilisation des orchidées. Il dit « Bien qu'un organe puisse ne pas avoir été formé à l'origine suivant un but bien défini, s'il sert à présent ce but, cette finalité, nous sommes en droit de dire qu'il est spécialement adapté à cet objectif. » C'est-à-dire que l'adaptation, c'est un constat qu'on fait en ce moment. Telle structure répond bien à un besoin de l'organisme. Mais ceci ne veut pas dire que la structure était prédéterminée pour jouer ce rôle. Hein, vous voyez, donc on ne peut pas dire que c'était formé dès l'origine. Ainsi, dans toute la nature, presque chaque partie de chaque être vivant a probablement joué, dans une condition légèrement modifiée, plusieurs rôles et a agi dans le passé, au sein de la machinerie vivante, de beaucoup de formes spécifiques différentes. Autrement dit, repenser ce que disait Claude Bernard des organes inutiles, eh bien, en fait, il faut penser en termes d'héritage, de génération et de passé. Les structures actuelles peuvent avoir joué plusieurs, que l'on observe aujourd'hui, peuvent avoir joué plusieurs rôles au cours du passé chez des ancêtres. Et donc, il est inutile de chercher une utilité, un but dans l'utilité. Il n'y a pas de finalité dans les structures. Ce qu'il faut, c'est reconstituer l'histoire. Alors, pour cela, dans son essai, donc l'essai de l'origine des espèces, il a écrit en 1944, mais qui était resté bien sûr à l'état de manuscrit, Darwin souligne l'importance de la prise en compte des stades successifs du développement. Vous avez vu le rôle que ça a joué dans son étude des cirripèdes, de ces crustacés. La cause d'une plus grande valeur tirée des caractères présents dans les stades précoces de la vie, hein, du point de vue systématique, il voit la phase larvaire, là, ça c'est un caractère du développement, et ça joue un grand rôle, puisque ça permet de dire il s'agit de crustacés et non de mollusques. Eh bien, ceci peut être expliqué jusqu'à un point prononcé dans le cadre de la théorie de la descendance, quoique inexplicable selon la conception créationniste. On comprend, il n'y a pas d'explication possible d'une création séparée qui imaginerait donc des stades du développement, des stades successifs du développement comparables chez des animaux différents. Alors, voilà pour Darwin, bien sûr, puisque c'est tellement important qu'on pourrait y passer des heures. L'anatomie comparée, bien sûr, c'est quelque chose qui était relativement étranger à Darwin, sauf, bon, c'est quelques essais d'études sur des animaux invertébrés, essentiellement. En revanche, il va trouver un appui considérable dans la personne de Thomas Henry Huxley. Huxley est celui, sans doute, qui a marqué le plus l'anatomie comparée, en particulier en Angleterre, donc au XIXe siècle. Et c'était pour Darwin la référence en matière d'anatomie comparée. C'est d'ailleurs avec Huxley aussi que l'anatomie comparée va commencer à jouer un rôle pédagogique. Hein, les faits de l'anatomie comparée vont jouer un rôle important dans la diffusion de la théorie de l'évolution. Alors, évidemment, Huxley n'est pas tout à fait d'accord avec Darwin, même s'il le défend de façon extrêmement vigoureuse, en particulier, étant un morphologiste, n'étant pas un naturaliste, c'est vraiment un anatomiste, c'est-à-dire c'est un homme de laboratoire, Huxley. Il travaille surtout sur on lui a reproché d'ailleurs de travailler surtout sur du cadavre. Le vivant, finalement, il en est loin. Mais, et par conséquent, pour lui, ce qu'il voit en tant que morphologiste, ce sont des organisations déjà toutes construites et qui vont se mettre en série. Et il conçoit facilement que l'évolution ait pu se faire par saut, de façon brutale.
ce qui est tout à fait contraire à l'esprit de Darwin, qui lui au contraire est gradualiste, et qui met bien l'accent sur le fait que c'est des petites modifications, c'est graduel, que l'évolution ne se fait que, en quelque sorte, par une petite monnaie. Donc, et puis par ailleurs, Huxley n'est pas tellement partisan de la sélection naturelle. Il ne trouve pas que ça soit tellement important. Autrement dit, il défend beaucoup Darwin, mais il ne semble pas adhérer à ce qui va faire finalement le fondement quand même du darwinisme. En tout cas, il va être le défenseur extrêmement combatif vis-à-vis de la théorie darwinienne, par conviction scientifique, parce que bien sûr il est fondamentalement partisan d'une évolution par des causes matérielles du vivant, et puis aussi par choix idéologique et social. Henry Huxley va jouer un rôle important, un rôle politique important, et un rôle aussi de diffuseur, de vulgarisateur. Avec Huxley, donc, l'anatomie comparée, à partir de ce tournant, va venir constamment apporter des faits en faveur de la théorie darwinienne. Mais évidemment, elle va aussi réfuter des théories antérieures. En particulier, Huxley va se heurter très brutalement à Richard Owen, qui défend encore les théories vertébrales d'Oken et de Goethe. Huxley donc, a été nommé le bulldog de Darwin, parce qu'évidemment, c'est un homme qui est un polémiste extrêmement virulent. C'est aussi un infatigable vulgarisateur. Sa fameuse conférence sur le morceau de craie, c'est un morceau d'anthologie fantastique. Il a fait une conférence à des ouvriers sur un morceau de craie pour leur expliquer d'où venait cette craie et du coup expliquer tout ce que l'on savait à l'époque, en particulier grâce à Charles Lyell, ce que l'on savait à l'époque sur la formation des couches de l'écorce terrestre. Il a mis sur pied donc un enseignement, ce qu'il appelait ses sermons laïques, et il circulait beaucoup pour animer cet effort de vulgarisation. Il a classé l'être humain, il a beaucoup travaillé sur les invertébrés, bien entendu, mais il a travaillé aussi beaucoup sur des vertébrés, et il a classé l'être humain parmi les primates cathariniens. Et ainsi, dès 1863, il publie un ouvrage, donc Évidence sur la place de l'homme dans la nature, qui précède par conséquent le premier ouvrage que Darwin va consacrer à l'origine humaine, puisque le Descent of Man ne paraît qu'en 1871. Et d'ailleurs, dans tout le début de l'ouvrage de Darwin, Darwin reprend les arguments d'Huxley. Alors c'est effectivement un véritable âge d'or pour l'anatomie comparée, les années 60 jusqu'à la fin du siècle. Et en particulier en Allemagne, Karl Gegenbauer va jouer un rôle considérable en formant, toujours à Iéna, et ensuite à la fin de sa carrière à Heidelberg, toute une génération d'embryologistes et d'anatomistes qui sont acquis aux idées de Darwin. Gegenbauer est célèbre du point de vue scientifique par son travail sur l'homologie des parties constitutives des membres, avec d'ailleurs des erreurs du point de vue de l'interprétation théorique, mais ça c'est normal. Et il a été considéré comme un des soutiens majeurs de la théorie de l'évolution. C'est lui en tout cas qui va montrer la nature composite du crâne des vertébrés, à savoir que les tissus osseux qui constituent notre crâne proviennent de tissus embryonnaires différents. Et il rejette lui aussi d'ailleurs la théorie vertébrale de Goethe, c'est-à-dire cette réduction de la tête à un certain nombre de segments qui seraient homologues. Il faut citer aussi à la même époque, bien sûr, Ernst Haeckel. Professeur d'anatomie à Iéna,
et qui va étudier les formes géométriques des organismes marins, en particulier au microscope, avec ces figures extraordinaires de radiolaires, de méduses, etc. Il publie d'ailleurs un ouvrage qui est consacré exclusivement aux formes esthétiques dans le monde vivant. Et c'est un admirable dessinateur aussi. Il est fortement influencé par les philosophes de la nature, et par Darwin aussi, bien sûr. Et c'est lui qui va défendre l'idée que l'ontogénèse, c'est-à-dire le développement embryonnaire, récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire l'histoire évolutive des lignées. Lui-même est le créateur du terme phylogénèse. D'ailleurs, Haeckel a créé beaucoup de mots. C'est lui l'inventeur du mot écologie aussi, par exemple. Cette théorie de la récapitulation, il y en avait déjà des ébauches dans les philosophes de la nature, et puis ensuite, bien sûr, chez Serre et chez Haeckel, chez Serre, qui était professeur d'anatomie comparée ici au Muséum, donc qui était je vous le rappelle, la semaine dernière, je vous en ai parlé à propos d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Ils ont travaillé ensemble, en particulier après avec le fils d'Étienne dans le domaine de la tératologie. Donc, Haeckel reprend cette idée, l'ontogénèse, et il en fait une loi, la loi biogénétique fondamentale. C'était un ardent vulgarisateur de la théorie de l'évolution. Il a produit énormément d'ouvrages pour le public. Et malheureusement, il a contribué par là même aussi, d'ailleurs, à diffuser une très fausse interprétation du darwinisme. Haeckel, par exemple, a été revendiqué par les théoriciens du racisme et par les nazis. Tout à fait, bien sûr, malgré lui, je veux dire, c'est pas... Mais c'est une déviation du darwinisme qui va coûter très cher. Alors, cette figure célèbre de Haeckel, vous savez, qui a fait l'objet de procès, car il a un petit peu triché dans les dessins, mais en tout cas, ça voulait illustrer cette fameuse récapitulation. Il a figuré là 8 espèces différentes de vertébrés, 4 par page, depuis des poissons jusqu'à l'homme, avec des stades qu'il essaie de placer, évidemment, à peu près au même stade de développement, au même âge, sinon au même âge, du moins au même stade de développement. Et il en déduit donc que, manifestement, quand on regarde l'homme, eh bien, il passe par des stades qui correspondent au stade à peu près équivalent d'espèces qui lui sont, comme on disait à l'époque, inférieures. Donc, récapitulation par l'ontogénèse de la phylogénèse. En fait, ces planches, même avec les petites tricheries qu'il y a introduites, peu importe, c'est un exemple tout à fait démonstratif, tout simplement, de l'origine commune des vertébrés, bien entendu. Et pas plus, mais c'est déjà pas mal. Dès 1860, donc, la morphologie comparée des formes actuelles et des formes fossiles a contribué à proposer des premiers arbres, c'est-à-dire une figuration de l'histoire évolutive du vivant. Là, celui-ci, c'est évidemment Haeckel, 1866, c'est un de ses premiers arbres. J'aurais pu figurer ici, mais il est tellement plus connu, le fameux chêne tourmenté qu'il a publié un peu plus tard dans les années 70. En tout cas, vous voyez, l'idée, c'est que, bien entendu, il y a 3 grands groupes, selon lui, les plantes, les protistes et les animaux, et chacune de ces branches se ramifie, et bien sûr, en haut des animaux, il y a l'homme, et tout, en haut des vertébrés, en haut des animaux, il y a les vertébrés, en haut des vertébrés, il y a l'homme. Bon, donc c'est une figuration qui reprend finalement d'une façon ramifiée la conception de l'échelle des êtres qui était chère à certains penseurs du XVIIIe siècle. Vers cette époque, vers la fin du XIXe siècle, il faut signaler une extension considérable de la connaissance qu'on a du monde vivant grâce
à la découverte que, contrairement à ce que disait Edward Forbes, il y a de la vie au-dessous des 500 mètres dans la mer. Forbes disait c'est pas possible, il ne peut pas y avoir de vie lorsqu'on se plonge plus profondément de 500 mètres. Or là, maintenant, à cette époque, on a des possibilités de déposer, par exemple, des câbles sous-marins entre les îles de la Méditerranée et même bientôt dans l'Atlantique, et en tout cas de sonder bien au-dessous de 500 mètres et de rapporter des organismes tout à fait inconnus. Du coup, c'est l'extension de l'océanographie physique et l'océanographie biologique, et des bateaux sont armés spécialement pour ce type de recherche dans la plupart des pays européens. Là, vous avez ces images qui vous représentent à bord du Travailleur, et là c'est le Talisman, deux navires affrétés par la marine française pour le muséum, et qui donc est peuplé de savants, comme on disait à l'époque, qui étudient ce qu'ils recueillent dans les filets chalutés à une certaine profondeur. Et alors, des ouvrages paraissent pour montrer, évidemment de façon tout à fait imaginaire, les organismes que l'on a trouvés, puisque généralement, quand ils reviennent, ils sont passablement abîmés et écrasés. Mais vous voyez donc toute une vogue, et qui va avoir beaucoup d'importance. Parallèlement à ces campagnes d'exploration des fonds marins, se créent les stations maritimes sur les côtes européennes pour des études expérimentales, et en particulier pour les études concernant le développement des organismes vivants, des marins. Alors, une des plus célèbres et sans doute des plus modernes comme conception, c'est la station zoologique de Naples, qui a été créée par Anton Dorn, un élève de Haeckel, dont vous voyez ici une photographie. Voilà la station telle qu'elle est. Alors là, au XXe siècle, enfin dans les années 25, c'est bien sûr le Vésuve que vous voyez dans le fond. Cette station maritime se veut une station internationale. Dorn, savant allemand, s'installe là et il crée une sorte de véritable association internationale. Les chercheurs sont envoyés par des universités du monde entier. Ils payent d'ailleurs, bien sûr, ils payent leur séjour. Et dans ce laboratoire, tout est à leur disposition, des laboratoires bien sûr, mais des installations avec des grands aquariums, etc. Cette station, donc, qui a fonctionné pendant assez longtemps, est un modèle du genre, en tout cas, du point de vue de la science internationale. C'est dans une de ces stations maritimes que Kowalewski va étudier le développement larvaire des ascidies. Ces ascidies, vous voyez ici des photographies, ces espèces de petits sacs relativement informes, les ascidies solitaires, d'apparence informe. Eh bien, voilà que la larve de ces animaux se révèle être organisée comme des cordées, c'est-à-dire avoir une corde, un organe de soutien longiligne, une symétrie bilatérale, quelque chose donc qui les apparente aux vertébrés d'une façon indirecte. Par conséquent, là encore, signature d'une origine commune, un ancêtre commun pour les ascidies et les cordées. Donc, quelque chose de tout à fait important et qui est pris à l'époque, bien sûr, avec juste titre, comme une évidence de l'évolution. D'autres, Kowalewski aussi d'ailleurs, mais enfin d'autres, vont travailler sur l'Amphioxus, le lancelet, petite bête qui vit dans le sable des plages, et qui, lui, est un cordé, c'est-à-dire qu'il a bien une corde dorsale, un axe, c'est la partie antérieure de cet animal, qui est allongée, une corde située, et un tube nerveux qui est situé au-dessus du tube digestif. Donc, souvenez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est un épineurien, donc comme les vertébrés. Il est considéré aujourd'hui, d'ailleurs, comme le groupe frère des vertébrés. Voilà l'ouverture buccale.
Et quand on fait une coupe transversale dans un amphioxus, c'est quelque chose qui ressemble finalement à une tranche de poisson. Donc la corde ici figurant comme une colonne vertébrale, le système nerveux au-dessus, et puis les masses musculaires qui se répètent d'avant vers l'arrière, qui là évidemment sont coupées transversalement, et puis un système de branchies et le tube digestif en dessous. Donc, bien sûr, pour certains, avec juste titre, ces céphalocordés constituent un groupe tout à fait voisin des vertébrés. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a la confirmation qu'il s'agit de groupes frères. Pour d'autres, il s'agit de formes dégénérées et donc un retour en arrière. En tout cas, tout cela, ne l'oublions pas, repose encore sur, bien sûr, là, il y a des faits, des observations bien précises, mais du point de vue théorique, il y a encore beaucoup d'inconnus. Et en particulier, on ignorait jusqu'aux années 70, à peu près, 1870, ce qu'était réellement la fécondation et la conjonction des sexes, c'est-à-dire le mélange de deux noyaux cellulaires. Hermann Voll va décrire la pénétration du gamète mâle dans le gamète femelle chez l'étoile de mer. Ça avait été décrit déjà un peu avant sur des algues. Il est d'ailleurs le cofondateur du laboratoire marin de Villefranche-sur-Mer. Et ça va être un grand explorateur du plancton et des premiers stades de développement de l'oursin qui va devenir ultérieurement un matériau de base des études du développement embryonnaire. Ainsi, donc, retenez que ces travaux sur le développement des organismes marins, qui sont menés dans une perspective darwinienne, relancent la question de l'origine des vertébrés, relancent des questions anciennes et longuement débattues, et plusieurs hypothèses sont émises à ce propos. En 1874, Anton Dohrn, encore lui, va reprendre l'hypothèse d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Cette hypothèse qui avait fait scandale en 1830, en particulier par, bien entendu, ceux qui soutenaient Georges Cuvier. À savoir que les vertébrés étant des épineuriens, c'est-à-dire ayant un système nerveux au-dessus du tube digestif, et puis certains invertébrés comme les vers, annelés ou les céphalopodes, puisque là, dans le cas de 1830, il s'agissait de mollusques, étant des hyponeuriens, c'est-à-dire le système nerveux est au-dessous du tube digestif, il suffit de retourner un hyponeurien pour en faire un épineurien. Donc, la théorie avancée alors par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire était insoutenable par les faits. Anton Dohrn va reprendre cette hypothèse de l'inversion de la polarité dos-ventre en l'appliquant cette fois-ci à un ancêtre hypothétique proche des vers annelés, où il voit beaucoup de caractères déjà de vertébrés, comme par exemple la métamérisation, la répétition régulière de segments, comme chez les vertébrés. Et cela, donc, est une nouvelle théorie pour l'origine des vertébrés. Mais en tout cas, Dohrn dégage aussi quelque chose de très important, le concept de substitution de fonctions. Les organes, souvent, remplissent plusieurs fonctions. Darwin l'avait déjà observé. Et au cours de l'évolution, une fonction secondaire peut prendre le pas et devenir importante, essentielle, répondre en réponse aux nécessités de la sélection naturelle. Et du coup, la fonction initiale disparaît et il ne subsiste que la fonction secondaire. Alors, on va en voir d'ailleurs quelques exemples dans une minute, mais en tout cas, les exemples pour Dohrn sont déjà très évidents. Par exemple, chez les crustacés, on a des pattes locomotrices, et puis quand on va vers l'avant, les appendices se transforment progressivement en pièces buccales qui jouent un rôle dans la nutrition. Pour lui, c'est un exemple de substitution de fonction. C'est son exemple favori. Il y en a bien d'autres. Il y a par exemple le fait que chez les serpents, les pattes régressent, disparaissent, sauf chez certains où les membres postérieurs subsistent encore, les pitons et les boas, sous la forme simplement d'ergots, qui vont jouer un rôle dans l'accouplement. Donc,
glissement de fonction, la fonction locomotrice disparaît, et ce qui est sélectionné, c'est une fonction annexe à la reproduction chez un organisme particulièrement allongé où l'accouplement n'est pas toujours évident. Le début du XXe siècle va voir le développement de nouvelles disciplines, et ces disciplines vont s'attaquer cette fois directement à l'étude des processus intervenant dans l'évolution. Parce que finalement, jusqu'alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des observations, ce qu'on appelait les faits d'évolution. On décrivait des patrons évolutifs, c'est-à-dire par le biais des classifications et des phylogénies, on disait, ben voilà, Thomas Huxley était le premier à le dire, par exemple, les oiseaux ont beaucoup de ressemblances avec certains petits dinosaures. Hein. Thomas Huxley avait déjà écrit là-dessus, et par conséquent, qu'est-ce qu'il décrivait? Un patron évolutif. En revanche, les disciplines nouvelles qui vont apparaître vont directement s'attaquer à des processus. Ce sont des disciplines de laboratoire et qui vont mettre en évidence des faits qui étaient inconnus de Darwin, à savoir les bases cellulaires de la reproduction sexuée et les règles de la transmission des caractères héréditaires. Mais aussi, du côté de l'embryologie, les choses vont changer. Il ne va plus s'agir seulement de décrire des stades de développement. Avec Wilhelm Roux, on ouvre le chapitre de ce qu'il appelait la mécanique du développement, Entwicklungsmechanik, et qui va s'attaquer aux mécanismes sous-jacents, à l'étude des mécanismes, à la mise en évidence de mécanismes sous-jacents au cours du développement, c'est-à-dire l'embryologie expérimentale. L'embryologie expérimentale va connaître un développement considérable au cours du XXe siècle, on l'appelait parfois embryologie causale, parce qu'elle cherchait les causes de la mise en forme de certaines structures. Et ceci va se faire d'abord sans aucune relation avec, bien entendu, les recherches des processus évolutifs. Ça va rester dans le domaine de l'empirisme et de l'expérimentation, et curieusement, à l'écart d'ailleurs même de la théorie de l'évolution d'une certaine façon, pendant longtemps. Et puis vont intervenir les progrès effectués dans le domaine de la chimie du vivant. Et l'introduction de la biochimie dans l'étude du développement va ouvrir la porte à l'étude, la mise en évidence de facteurs chimiques qui sont responsables de certaines modifications au cours du développement. L'embryologie aussi met en évidence quelque chose de très important et qui va complètement mettre à bas la fameuse loi biogénétique fondamentale d'Haeckel. Des organes considérés comme récapitulatifs jusqu'alors, comme par exemple la corde dorsale. La corde dorsale apparaît chez tous les vertébrés à un certain stade, mais ensuite, elle va être remplacée par la colonne vertébrale. Alors, bien sûr, pour Haeckel, c'est une récapitulation. Mais en réalité, cette corde est indispensable au développement. C'est un organe embryonnaire qui joue un rôle, une fonction au cours du développement. Si on supprime la corde, eh bien, le développement s'arrête, et en particulier la colonne vertébrale ne se forme pas. Donc, ces fameux organes considérés comme récapitulatifs, récapitulant la phylogénèse, en fait, sont de véritables organes embryonnaires indispensables au développement normal de l'embryon. C'est le cas aussi des poches bronchiales. Alors, passons à un exemple pour vous montrer les progrès qui ont pu être faits dans le domaine, en particulier de la morphologie, de l'anatomie comparée, où se trouve associée à la fois l'embryologie et l'anatomie des adultes. À propos de la construction de la tête, cette fameuse tête qui a donc suscité beaucoup de théories au cours du XIXe siècle, rappelons qu'elle est formée de structures segmentées, d'où l'analogie avec des vertèbres, qui entourent l'avant du tube digestif. Et ces
structures comprennent des éléments squelettiques, musculaires et nerveux. Alors, vous allez voir que la comparaison des données sur l'anatomie des adultes, les stades de développement et la découverte de fossiles vont permettre de suivre les transformations évolutives de ces structures dans les 10 premières, disons les 3 premières des 10 années du XXe siècle. En tout cas, ceci a permis un bond considérable dans l'assurance de la théorie de l'évolution, qui par ailleurs avait à la même époque rencontré un certain nombre de difficultés. On revient à l'idée d'un schéma type. Vous voyez, j'ai mis type entre guillemets parce qu'il ne s'agit plus du type idéal que l'on a vu décrit précédemment. Et c'est Goodrich qui a synthétisé en quelque sorte ces différentes données. Ce schéma est tout à fait classique. C'est la schématisation de la tête d'un vertébré qui est composée d'un certain nombre de segments squelettiques qui se répètent, séparés par des segments, des poches viscérales. Et puis, bien entendu, chacun de ces segments est muni d'un rameau nerveux et d'une musculature. Alors, ceci constitue une partie seulement du crâne, ce qu'on a appelé le crâne viscéral ou splanchno-crâne. Il est entièrement segmenté, c'est la seule partie d'ailleurs qui est entièrement segmentée dans la tête, clairement segmentée. L'autre partie, c'est le chondrocrâne, crâne cartilagineux, ça c'est Gegenbauer justement qui avait fait ces distinctions. Alors, le splanchno-crâne va s'associer, ou du moins la partie antérieure du splanchno-crâne va s'associer au chondrocrâne pour former les mâchoires. Chez un lézard, voilà un embryon de lézard, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure représentent un arc, le premier arc, l'arc mandibulaire de la série du squelette viscéral, avec la circulation qui y est afférente. Le deuxième arc est déjà un petit peu transformé, il s'attache là quelque part, et sa partie dorsale va se coller contre la fenêtre ovale de la capsule otique, c'est-à-dire ça va jouer le rôle d'un transmetteur, une petite baguette qui va transmettre les sons chez l'adulte. Et puis, chez un mammifère, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez qu'il y a une simplification considérable. L'arc mandibulaire est présent par ce qu'on appelait le cartilage de Meckel. Et puis, en revanche, la partie dorsale n'est plus présente que par des éléments dissociés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette charnière ici, qui constituait l'articulation des mâchoires chez le lézard, elle a disparu ici. Elle a disparu et elle se trouve ici. Et qu'est-ce que sont ces deux éléments? C'est le marteau et l'enclume, c'est-à-dire les deux osselets qui manquaient au lézard et qui vient compléter la chaîne des osselets de l'oreille moyenne. Enclume et marteau, étrier, les trois osselets de l'oreille moyenne, sont donc des dérivés du splanchno-crâne. Autrement dit, on a là la démonstration qu'il y a eu des transformations au cours de l'évolution, quand on passe des sauropsidés aux théropsidés, par exemple, et que l'articulation des mâchoires n'est pas du tout homologue, l'articulation des mâchoires des mammifères étant formée exclusivement par le contact entre l'os dentaire et un os de membrane qui est le squamosal. C'est donc une articulation secondaire. Or, la paléontologie va révéler la même histoire, mais qui se déroule, alors cette fois-ci, par des millions d'années, et dans des lignées différentes, bien sûr. Il ne s'agit pas là, celui-là n'est pas l'ancêtre de celui-là n'est pas l'ancêtre de celui-là. Attention, ne faisons pas l'erreur qu'on a fait très longtemps d'assimiler une série morphologique à une série évolutive, mais en tout cas, c'est bien des stades successifs dans une lignée qui est celle des synapsides. Pendant 100 millions d'années, on voit au début quelque chose qui ressemble, une mandibule qui ressemble à une mandibule un peu de lézard, un peu modifiée, c'est-à-dire avec un grand os angulaire ici et une charnière donc de cette mâchoire inférieure sur une mâchoire supérieure qui devrait venir par là.
Et puis progressivement, qu'est-ce qui se passe? Il va se créer une nouvelle articulation. D'abord, il n'y a pas d'articulation. C'est les dents qui vont servir d'articulation. Ça, c'est une autre histoire qui est malheureusement mal connue encore. Enfin, je veux dire, mal diffusée. Mais ces os-là, qui sont les os de la charnière initiale, vont partir pour former les osselets de l'oreille moyenne dans la lignée qui va donner les mammifères. Alors, pour récapituler d'une autre façon, eh bien, les transformations de la série des arcs viscéraux, l'arc mandibulaire, l'archéoïdien, puis les arcs branchiaux qui sont derrière, ces transformations sont associées à des transformations fonctionnelles. Chez un vertébré aquatique du type poisson, eh bien, évidemment, ces arcs viscéraux interviennent dans la nutrition, puisqu'il y a des mâchoires, à partir des gnatostomes, il y a des mâchoires, et puis la respiration, c'est-à-dire les échanges gazeux, et la capture d'oxygène, et en particulier dans l'eau. Avec les sauropsidés du type lézard, par exemple, on a toujours des mâchoires avec cette charnière, il y a plusieurs os à la mâchoire supérieure, plusieurs os à la mâchoire inférieure, la mandibule, et le squelette de l'archéoïdien forme l'osioïde qui va donner le squelette essentiel de la langue intervenant alors dans le transport de la nourriture à l'intérieur de la bouche. Et puis, un élément ici de l'archéoïdien va former l'étrier, le stapes, c'est-à-dire quelque chose qui va entre le tympan et la fenêtre ovale pour concentrer les vibrations sonores. Quand on arrive dans la lignée des mammifères, eh bien entendu, les mâchoires sont toujours là, mais à la mâchoire inférieure, il n'y a plus qu'un seul os. Les os de la charnière, ici, précédente, sont passés dans la sphère auditive. Voilà encore un exemple parfait de substitution de fonction. Et l'osioïde, lui, joue toujours ce rôle, il s'est simplifié, mais il joue le rôle de squelette de la langue. Donc voilà une parfaite démonstration qui est toujours valable et qui restera quelque chose de ce qu'il y a de plus solide comme démonstration des phénomènes de l'évolution. Alors on va passer de la morphologie à la morphogénèse au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Dans les 30 dernières années du XXe siècle, et jusqu'à nos jours par conséquent, on va trouver les bases génétiques et moléculaires de la mise en place des structures qui étaient décrites jusque-là par des anatomistes dans la composition de la tête. Grâce à des outils nouveaux, là ça c'est quelque chose de tout à fait ancien, un des premiers outils qui a pu être mis au point, c'est l'hybridation in situ qui permet de révéler l'expression d'un gène chez un embryon. C'était le démarrage de la biologie cellulaire du développement. Biologie du développement qui associe embryologie et génétique grâce à des outils moléculaires. Alors, on a découvert ainsi que certains gènes étaient responsables, au cours de leur expression, de la mise à feu, en quelque sorte, de cascades d'événements. Cascades d'événements, événements qui sont constitués par la production soit de substances, de protéines, qui elles-mêmes vont servir de message pour déclencher d'autres événements. Donc, la notion de gène commandant des cascades a pris la forme de ce qu'on a pu appeler les gènes architectes, qui sont responsables de pas directement, indirectement, puisqu'ils mettent à feu des cascades de modules structuraux. Alors, ce sont les fameux gènes qu'on a appelés gènes homéotiques. Par exemple, la comparaison entre la souris et le poulet. Au cours du développement, l'expression de ces deux gènes homéotiques montre l'expression antérieure, que chez les mammifères, l'expression antérieure se situe juste à la limite entre la colonne cervicale qui comprend 7 vertèbres et pas plus chez les mammifères, sauf de rares exceptions, donc limite cervico-thoracique,
c'est la limite d'expression antérieure de ce gène. Et alors que chez le poulet, l'expression va se reporter, la limite antérieure de l'expression va se reporter tout à fait en arrière, au niveau de entre la 17e et la 18e, le 18e segment somite. Et effectivement, les oiseaux ont un nombre bien supérieur de vertèbres cervicales, d'ailleurs un nombre fluctuant, alors que chez les mammifères, ce n'est pas fluctuant, puisque ça peut aller d'une douzaine jusqu'à plus de 25 vertèbres dans le cou des oiseaux. Donc vous voyez, l'expression, on démontre ainsi que l'expression de certains gènes charpente l'organisme en construction. De même, j'aurais pu vous parler déjà des premières orientations de l'embryon. L'avant, l'arrière, le dos, le ventre sont sous le contrôle de gènes bien particuliers, gènes architectes. Ces gènes organisateurs se sont révélés similaires, pas identiques, mais similaires, des éponges jusqu'à l'être humain. Alors là encore, bien sûr, il y a eu des modifications, des duplications de gènes, des suppressions, des pertes, etc. Mais on retrouve une similitude. Et ceci explique, bien entendu, pour ce qui concerne les vertébrés, parce que là, la similitude est très grande, la ressemblance des embryons. Et ces fameuses poches branchiales, entre guillemets, j'aime pas ce terme d'ailleurs, hein, dans les traités d'anatomie de médecine, on voit encore, à certains stades du développement humain, les poches branchiales. Il ne s'agit pas de poches branchiales, puisque ça ne deviendra jamais des branchies, ce sont des poches qui vont jouer un rôle, des renflements qui vont jouer un rôle morphogénétique important et qui sont sous le contrôle bien précis de certains gènes et qui ne récapitulent pas l'évolution, mais qui signent une origine commune pour les vertébrés. Alors du coup, on retrouve, vous voyez, ça c'est une figure, volontairement, j'ai extrait d'un article qui est paru en 2009, hein, de collègues japonais dans Genes and Development, et vous voyez que là, on a le résultat d'une étude qui bloque, ce qu'on appelle les knockouts, qui bloque certains gènes, l'expression de certains gènes. Et on regarde le résultat. Et là, il s'agit à nouveau d'un travail sur la construction de la tête, qui met en évidence que certains gènes bloqués sont responsables de l'absence de certains éléments. Évidemment, ça a un grand retentissement, en particulier en tératologie et de façon générale en médecine. Et vous voyez qu'on voit revenir sous la plume donc, de gens tout à fait à la pointe de la biologie moderne, des images qui ressemblent étrangement aux images qu'on pouvait voir au XIXe siècle. En particulier, on voit revenir, bien sûr, sinon un archétype, du moins ce qu'on appelle un morphotype ancestral, qui est dégagé progressivement donc de ces études. Alors, les grandes questions posées historiquement par l'anatomie comparée, finalement, c'est-à-dire l'origine de la diversité des formes et l'adéquation des structures au fonctionnement du vivant, définissent finalement, vous voyez, deux voies qui étaient souvent confondues, mais qui maintenant peuvent être relativement séparées dans la perspective de l'évolution. La première voie de recherche, donc, associe l'étude structurale des formes adultes, ça continue, hein, on ne sait pas tout de l'anatomie des formes adultes. Évidemment, il faut l'associer à la construction, à ce qu'on sait progressivement de la construction de ces structures au cours du développement, l'origine donc embryologique de ces structures. Si bien que l'anatomie comparée opère maintenant au sens large aussi par la biologie du développement. Et, bien entendu, les résultats apportent sans cesse des précisions, des éclaircissements sur l'histoire évolutive des groupes, c'est-à-dire sur la phylogénèse, ce que l'on appelle phylogénèse depuis Haeckel. Alors, par ailleurs, anatomie comparée et paléontologie, vous savez, sont les sciences jumelles, l'une étant issue de l'autre. Elles se rapprochent aujourd'hui de plus en plus par des objectifs et par des techniques mises en œuvre.
Maintenant, on dissèque les fossiles, déjà depuis l'école suédoise qui usait des fossiles à la meule, photographiait les sections et ensuite reconstituait en 3 dimensions comme on fait d'un embryon. Vous savez, autrefois, on coupait en tranches et on reconstituait en 3 dimensions. Maintenant, bien entendu, il y a des techniques non invasives qui permettent de disséquer des fossiles par le scanner, par des méthodes extrêmement sophistiquées utilisées en physique, et ensuite la reconstitution visuelle à l'échelle microscopique comme à l'échelle macroscopique. Ce qui fait que les modes de vie des formes éteintes peuvent être sondés, hein, je préfère plutôt que connus, bien entendu, puisque ça reste toujours que des hypothèses, grâce à l'analyse du fonctionnement des formes actuelles. On en peut en inférer des fonctionnements des formes fossiles, en particulier en utilisant de nouveaux outils. L'histologie osseuse, la paléohistologie renseigne depuis fort longtemps maintenant sur la physiologie. S'agissait-il d'un animal à sang chaud ou à température donc contrôlée ou à température non contrôlée? Et puis l'analyse isotopique de tissus renseigne aussi de plus en plus, par exemple, sur ce que mangeaient des fossiles. Tout ceci s'intègre par conséquent dans une même perspective. La seconde voie de recherche pose des questions sur la réalité de ce qu'on appelle adaptation, c'est-à-dire une adéquation entre structure et fonction. Alors, placé dans la perspective darwinienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous voulez prouver qu'une structure est bien adaptée, il faut prouver qu'elle donne un avantage sélectif, hein, en termes darwiniens. Comment allons-nous faire cela? Eh bien, évidemment, il faut d'abord bien connaître les conditions de vie des espèces. Et du coup, très souvent, de plus en plus, le morphologiste sort du laboratoire pour devenir aussi un naturaliste de terrain. Alors, il y a un antécédent. En 1935, Hans Böcker a produit un ouvrage tout à fait mal connu d'ailleurs, mais tout à fait étonnant, qu'il appelle Morphologie biologique, où il essaie de mettre en relation les formes et le fonctionnement quotidien, ce qui traduit une adaptation au sens darwinien. D'ailleurs, vous savez, alors là, il y a les oiseaux. L'exemple classique, ce sont les pinsons de Darwin, bien entendu. Et cet ouvrage, qui n'aura pas beaucoup de résonance, en aura seulement bien après. Par exemple, Richard Souzy, en 1962, va faire paraître, et puis bien sûr, après, toute une école va développer ça, une étude du bec, le fameux bec en ciseaux, cet oiseau des côtes sud-américaines qui pêche, qui a un bec, une partie inférieure plus longue que l'autre, d'où le nom de bec en ciseaux. Et Souzy va mettre en relation l'observation de ce que fait réellement l'oiseau quand il pêche avec l'anatomie du bec. Alors, c'est en 1965 que Walter Bock et Gerhard von Wallert vont proposer le concept de rôle biologique. Est-ce que c'était vraiment utile? Oui, c'était vraiment utile. C'était vraiment utile pour réinsérer toute recherche fonctionnelle et toute recherche sur les adaptations dans le paradigme de l'évolution. C'est le rôle biologique et non pas seulement donc une action, hein. Et ce rôle biologique, il faut le rechercher. Alors apparaît par conséquent une école de morphologie fonctionnelle. Voici ce que Karl Gans fait dans les années 80 sur l'analyse du crâne des amphisbènes, c'est Squamat Fwisser. Et ici, ce que font des représentants de l'école russe, de morphologie évolutive, Félix Dzerzhinsky et Leonid Korzoun, sur le bec, par exemple, là, d'un oiseau, l'analyse biomécanique d'un animal dont on connaît par ailleurs le fonctionnement dans la nature. Il se nourrit essentiellement de formes allongées, de serpents ou de mille-pattes. En 1982, un ouvrage tout à fait fondamental qui était paru en 1816, Form and Function, est réédité. Et à cette occasion, Georges Lauder fait une préface où il va exposer un programme qu'il se veut néo-adaptationniste en réponse à la critique formulée en 1972 par Gould et Lewontin, qui, à juste titre d'ailleurs, dénonçaient un usage abusif du concept d'adaptation.
Alors, Lauder va va préciser les choses. Il faut distinguer les études qui sont simplement des études de la mécanique de la fonction, ça a été souvent le cas, ou anatomique de la fonction, ou physiologique, sans aucune intervention sélective, c'est-à-dire pas du tout dans la perspective darwinienne. Et puis, les études où la relation structure-fonction est envisagée dans le contexte défini par le concept de rôle biologique au sens de Walter Bock. Alors évidemment, celles-ci doivent être attentives à prouver expérimentalement la structure entre fonction et structure et l'avantage sélectif qui peut en découler. Mais alors, c'est bien facile quand il s'agit de la drosophile qui a des temps de génération extrêmement brefs et dont on peut suivre par conséquent des effets sur plusieurs générations. Et d'où d'ailleurs l'intérêt de cette fameuse mouche du vinaigre dans les études de génétique et qui ont pu mettre en évidence effectivement des effets de sélection naturelle. Mais quand il s'agit des vertébrés, est-ce que c'est possible? Et alors, eh bien, un cas a été mis en évidence ces dernières années. Un cas d'incidence de la sélection naturelle sur la morphologie et sur les capacités fonctionnelles chez les vertébrés à reproduction rapide. Il s'agit de lézards iguanidés, d'anolis, qui ont effectué une radiation extrêmement importante dans les îles Caraïbes. C'est-à-dire qu'il y a des espèces pratiquement différentes par île, et chaque espèce a sa niche. Hein. Et alors, dans un premier temps, ces auteurs, donc, dont le premier auteur est Anthony Herrell, qui est ici, hein, actuellement au muséum, ont fait d'abord une étude préliminaire de référence. C'est-à-dire qu'ils ont comparé deux lézards dans une même île qui ne sont pas au même endroit, deux écomorphes. Hein. Ils ne circulent pas sur les mêmes branches, le même diamètre de branches, et ils ont analysé la forme différente. Et ils ont bien sûr procédé à une étude anatomique, morphologique, extrêmement précise, mettant en évidence des différences dans la forme des ceintures, dans l'importance des masses musculaires, etc., selon donc le type de locomotion pratiquée par ces animaux qui n'exploitent pas exactement la même niche. Et puis ensuite, il y a eu une étude expérimentale. Il se trouve qu'il y a 36 ans, dans une de ces îles, des lézards ont été volontairement introduites, une population de lézards volontairement introduite. Et ils ne pouvaient trouver, ces lézards, c'était le but de l'expérience, ils ne pouvaient trouver leur nourriture habituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont survécu. Et 36 ans après, puisque c'est paru en 2008, c'est dans le PNAS, les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, eh bien, les lézards ont une morphologie de tête qui a changé en 36 ans. La force de morsure qu'on peut mesurer, hein, avec des jauges de contrainte, Anthony Herrell est spécialiste de ça, il a des petits appareils sur le terrain, il attrape les animaux, il les fait mordre, il mesure la force développée. La force a changé. Il y a aussi des modifications du tube digestif au niveau du sécom, parce que ces lézards ne mangent pas la même chose, ils sont devenus des herbivores, ils ne mangent plus d'insectes, et du coup, c'est une expérience qui met en évidence une relation forme-fonction qui est réelle et qui est associée à ce que les Anglais appellent performance, mais une activité quotidienne, donc vue par la sélection naturelle. Donc, 3 causes majeures doivent être prises en compte quand on veut comprendre la réalisation d'une forme vivante: la structure, le fonctionnement et bien sûr l'histoire de la lignée auquel cette forme appartient. Alors, bien sûr, des techniques tout à fait différentes sont maintenant mises en œuvre en anatomie. En particulier pour évaluer, mesurer, quantifier les mouvements ou simplement les actions réalisées par les organismes. Nous disposons d'outils, bien sûr, tout à fait performants. L'association des rayons X, de la vidéo à grande vitesse, du scanner 3D, puisque le squelette qui est là, le modèle, en fait, il est
ce n'est pas une copie d'un squelette préparé, un squelette réel, c'est un squelette virtuel réalisé par une analyse tridimensionnelle d'un squelette réel. Et ensuite, eh bien, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous replacez ce squelette dans la position où se trouve l'animal, ce rat qui est en train de marcher, dont on voit le squelette au rayon X. Vous voyez qu'on a mis des petits marqueurs un peu partout, de façon à pouvoir digitaliser automatiquement le mouvement et restituer ensuite ce mouvement. Ceci est le fruit d'une association entre, bien sûr, des ingénieurs de très haut niveau, l'IA, et une équipe ici au muséum. L'étude de convergence de certaines formes peut être extrêmement importante, intéressante du point de vue évolutif. Vous savez que depuis Lamarck, justement, en particulier les fouisseurs, étaient toujours pris comme exemple même de l'adaptation. Hein. Le ratope que Lamarck appelait Aspalax, le spalax, le voilà. C'est un animal donc d'Europe centrale et orientale, et des steppes d'Asie, qui est aveugle et qui est entièrement souterrain, ou à peu près, enfin il passe 120, et qui va creuser avec les dents. Le myospalax est une forme voisine, un autre ratope, il a encore des petits yeux, lui il va creuser avec les mains. Eh bien, regardez les différences déjà morphologiques de ces animaux. Celui qui creuse avec les dents, vous voyez qu'il a une énorme musculature masticatrice. Celui qui creuse avec les mains, bien sûr, il a une énorme musculature des épaules. Jusque-là, bien sûr, rien de nouveau. Mais ce qu'il faut, c'est analyser exactement le mouvement de ces animaux et mettre en évidence en particulier qu'on a là un outil détourné. Pourquoi les rongeurs vont-ils utiliser leurs dents pour creuser? Là, tous les rongeurs souterrains, en principe, utilisent les dents pour creuser, sauf justement certains comme Myospalax. C'est pour ça qu'il est intéressant. Ils creusent avec les mains. Eh bien, parce que les rongeurs ont des dents à croissance continue, pour des raisons, c'est une de leurs apomorphies, une caractéristique du groupe, et ceci leur permet donc de s'attaquer à certains aliments particulièrement durs. Eh bien, cet outil nutritionnel est détourné de son rôle pour intervenir dans le creusement, puisque le spalax va creuser avec les dents, mais ce n'est pas le seul. Notre campagnol terrestre creuse aussi avec les dents. Et l'outil est donc détourné de sa fonction première, qui, bien sûr, fonctionne encore, heureusement pour lui, puisqu'il se nourrit, bien sûr, de tubercules souterrains, et intervenir dans le creusement. Et on a ainsi, à l'intérieur des rongeurs, un certain nombre de convergences adaptatives dues à cet outil particulier. Bien entendu, les choses sont tout à fait différentes quand il s'agit, dans une autre lignée, de la taupe. La taupe, vous voyez ici, va se déplacer. Hein, c'est une locomotion, en fait. Vous voyez que les membres postérieurs se déplacent régulièrement, mais à l'avant, eh bien, les membres sont extrêmement modifiés et vont jouer le rôle de pelle et, par leur action simultanée, intervenir dans le creusement. Le creusement de la taupe et la façon dont la taupe creuse exactement et les mouvements exacts des pièces squelettiques n'a pu être réalisé que tout à fait récemment, et d'ailleurs exclusivement ici, avec après une analyse biomécanique en remplaçant donc les muscles par des vecteurs. Donc, pour en terminer, ça fait plus de 24 siècles, et certainement plus, bien entendu, mais en tout cas par des écrits, que l'on a les témoignages que l'homme se pose un certain nombre de questions sur les règles de construction des êtres vivants, comment un animal est-il construit, quelles sont les limites de capacité des structures qu'il compose pour répondre à des exigences vis-à-vis du milieu extérieur, et puis pourquoi y a-t-il des ressemblances et des différences, et surtout qu'est-ce que veut dire cette contradiction entre une unité que l'on ressent, une unité de fond, et puis pourtant une diversité extraordinaire.
Alors, l'anatomie, sous sa forme comparative, donc, a cristallisé ces interrogations. Vous avez vu, au cours de plusieurs siècles, elle a suivi pas à pas l'avancée des connaissances empiriques, des connaissances théoriques, des technologies aussi, tout ceci dans le domaine des sciences de la nature. Et elle s'est insérée, d'ailleurs, dans une réflexion générale sur la place de l'homme dans le monde et la façon dont l'esprit humain et finalement appréhendait le monde qui l'entoure. Bien entendu, donc, l'histoire de l'anatomie comparée, vous avez vu, reflète les débats, les hésitations, les errements de chaque époque. Dans la période actuelle, que l'on qualifie parfois de post-génomique, parce qu'on s'est aperçu que tout n'était pas dans le génome, bien entendu, et l'organisme retrouve de plus en plus sa place, c'est-à-dire qu'il devient l'objectif, la cible, et en particulier la cible, bien entendu, de la sélection naturelle. Donc l'anatomie comparée participe finalement à la biologie intégrative. Dans la plupart des pays, le terme même tend à disparaître, anatomie comparée. Car, comme vous l'avez vu, en tout cas en particulier aujourd'hui, elle a produit de nombreuses autres disciplines, elle s'est enrichie de beaucoup d'autres découvertes, et elle ne s'intéresse pas seulement, comme à l'origine, aux organismes adultes constitués. Voilà. Merci. Ah, c'est quoi comme bête? C'est un Archéoptéryx. Archéoptéryx, merci beaucoup.